La Marseillaise de François Rude sur l'Arc de Triomphe à Paris, c'est une image de Pierre, une femme qui exhorte des troupes. L'épée à la main, ce ne peut être qu'une allégorie, telle la liberté guidant le peuple de Delacroix. Et pourtant, il y eut dès les temps anciens et tout au long de l'histoire, des femmes guerrières, des combattantes, des militantes intrépides. Mais on peut se demander quelle part en a gardé la mémoire collective. Quelle représentation nous en livre l'imaginaire? Depuis l'Antiquité, les rôles dévolus aux hommes et aux femmes semblent placés sous les signes de Mars et de Vénus. Au premier, les travaux de la guerre, les démonstrations de force et de courage. Au second, la maternité, le soin des enfants et les tâches domestiques si peu gratifiantes. Cette répartition binaire a façonné l'imaginaire occidental. Elle a légitimé la domination d'un sexe sur l'autre. Et pourtant, à travers les siècles, des femmes guerrières, des combattantes, des militantes ont montré qu'elles pouvaient s'illustrer dans la lutte au même titre que les hommes. C'est pourquoi je vous propose de dérouler un autre fil narratif que celui d'une histoire écrite par les hommes et pour les hommes, dans leur volonté bien sûr de glorifier leurs propres hauts faits, quitte à effacer ou à minorer la part active que prirent autrefois de nombreuses femmes dans les combats, et celle bien sûr qu'elles prennent plus encore aujourd'hui. Je vais donc évoquer tour à tour les cruelles Amazones, lépreuses au cœur d'homme, les femmes en armes dans la Révolution, les communeuses sur les barricades, les Françaises dans la Résistance, les sorcières de la nuit, et pour terminer, les combattantes kurdes. Alors, je vais donc commencer par, les cruelles Amazones. Arma wirumque cano. Quelqu'un peut traduire? Ça veut dire « je chante les armes et le héros ». Eh bien, ce sont les tout premiers mots de l'Énéide. Arma wirumque cano. Les épopées antiques ont magnifié, bien sûr, les hauts faits d'armes des guerriers grecs ou troyens. Achille, Hector, Ulysse, Énée. Et les femmes, elles, eh bien, elles sont tenues, bien sûr, loin des combats, ou alors elles se retrouvent tristement captives, à la merci des vainqueurs, vouées à rejoindre leur couche, une fois massacrés leurs pères, leurs frères, leurs fils, leurs époux. Et pourtant, des représentants de la gente féminine sont bien présentes sur les champs de bataille et aux prises avec les plus célèbres héros. Homère lui-même en parle, ce sont les viriles Amazones, c'est son expression dans le texte. Alors ces viriles Amazones, on voit une superbe photo, une reconstitution, sont venues de leurs terres lointaines combattre les Grecs auprès des Troyens. Elles étaient donc dans le camp troyen, et la légende les décrit comme de féroces guerrières, égales aux hommes en termes de courage, d'habileté, de force. Après tout, une cavalière aguerrie, puisque c'était des cavalières, une cavalière qui sait manier un arc et des flèches, est évidemment aussi rapide et aussi dangereuse qu'un homme. Alors, pour les Grecs de l'Antiquité, l'existence même des Amazones apparaît comme une sorte d'aberration. Comment imaginer un peuple de femmes guerrières qui vivent seules en élevant des chevaux, des femmes qui ne fréquentent les hommes que pour leur faire des filles? Alors que deviennent les enfants mâles? Bon, ils ne sont pas massacrés, mais ils sont abandonnés à leur père pour devenir plus tard, à leur tour, des géniteurs. Le mot lui-même d'Amazone évoque une mutilation des plus barbares. Oui, je crois que vous savez effectivement que le mot signifie « privé de sein ». La légende, parce que c'est une légende, veut que les Amazones se coupaient le sein droit afin de pouvoir tendre leur arc au maximum de sa puissance, tirer ainsi plus efficacement au loin leurs flèches et même jeter leurs lances. Un texte du 5e siècle avant Jésus-Christ explique que les mères brûlaient même le téton de leurs petites filles pour éviter que leur sein ne pousse et les rendre par là même plus à l'aise dans la pratique du tir à l'arc. Cette idée de l'ablation du sein, en fait, n'a aucune réalité. Les Grecs n'ont jamais représenté d'ailleurs les Amazones avec un seul sein. Aucun artiste de la Grèce antique n'a adhéré à cette idée. D'ailleurs, il n'est pas nécessaire de se couper le sein pour être une archère habile. Peut-être, pense-t-on, se bandait-elle la poitrine, avec un tissu pour être plus à l'aise dans le maniement des armes, voire pour la pratique de l'équitation. Alors pour bien comprendre ce mythe de femmes guerrières qui ont rejeté le joug des hommes, de femmes totalement indépendantes, cruelles, sans pitié, tant envers les mâles qu'envers elles-mêmes, il faut le rattacher à la manière dont les Grecs de l'Antiquité se représentaient l'ordre du monde.
D'un côté, vous aviez la cité, les dieux et l'ordre patriarcal. De l'autre, la sauvagerie, la barbarie, qualifiant tout ce qui ne parle pas grec. C'est l'origine du mot barbare. On ne comprend pas en fait, on comprend barbare, on ne comprend pas ce que ça veut dire. Et tout ce qui se trouve en dehors de la civilisation. Alors, interrogeons-nous d'ailleurs sur les exploits des fameux héros grecs. Quels exploits accomplissent-ils? Eh bien, ils luttent contre toutes les formes du désordre, toutes les aberrations de la nature. Et les viriles Amazones en font partie. L'un des nombreux récits de ce vaste corpus mythologique bien connu décrit Achille terrassant la reine des Amazones, Penthésilée, qui était venue se battre aux côtés des Troyens. Le héros la transperça d'un coup de lance, comme c'est représenté sur cet amphore. Il la transperça, puis il la saisit par les cheveux, il l'arracha de sa selle. Et lorsqu'elle fut par terre, agonisante évidemment, les soldats grecs s'écrièrent « Jetez cette guerrière au chien pour la punir d'avoir outrepassé le rôle de la femme ». Puis son cadavre fut saisi par les pieds et jeté dans le scamandre. Selon une autre version même, Achille se serait uni à elle, morte. On dit même qu'il en serait tombé amoureux, morte. Que n'infligerait-on pas, dirais-je moi, aux guerrières vaincues, On se rappelle aussi qu'un des 12 travaux d'Héraclès consiste à dépouiller de sa ceinture Hippolytée, une autre reine des Amazones. Dépouiller sa ceinture Hippolytée, ça veut dire lui arracher symboliquement sa souveraineté. Ce que le demi-dieu réalise d'ailleurs en la tuant et en massacrant toutes les Amazones. De tous les combats menés, que faut-il retenir? Eh bien, c'est que les femmes guerrières finissent toujours vaincues. Car leur existence même constitue aux yeux des Grecs, je vous l'ai dit, une monstrueuse et dangereuse aberration. C'est pourquoi un certain nombre de héros grecs, donc Achille, Thésée, Héraclès, Bellérophon même, affrontent les Amazones et triomphent d'elles. Alors, ils triomphent des Amazones pour, en quelque sorte, rétablir ce qui apparaît aux yeux des Grecs comme l'ordre naturel des choses. Ils rétablissent l'ordre du monde dans une société qui était profondément patriarcale. D'ailleurs, un autre mythe se trouve abondamment représenté dans les grands temples de la Grèce antique, c'est le combat ultime des Athéniens contre les Amazones, connu sous le nom d'Amazonomachie. Machie, maquée, c'est le combat. Combat des Amazones, comme vous voyez, donc sur ce bas-relief. C'est une parfaite illustration, ce combat, de la lutte entre l'ordre et le désordre, l'ordre et le chaos, la civilisation et la barbarie. On représentait les Amazones vêtues de peau de bêtes sauvages, avec des casques et des ceintures qui étaient également en peau. Et le message est clair pour un Grec, devant la représentation de ces femmes guerrières, donc qui ont été subjuguées. Vous voyez bien, ce sont nous les Athéniens qui avons remporté le dernier combat contre les Amazones. On les a vaincus, à jamais. Chez nous, on est civilisés. Les femmes sont à la maison, les hommes sont à la guerre. Il n'y aura plus jamais de femmes combattantes, plus jamais d'Amazones. Plus jamais, pas sûr. Parce que les Grecs n'ont pas cessé de fantasmer sur ces femmes hors normes et qu'ils se sont bien sûr plu à représenter aussi redoutables que belles. Elles sont figurées partout dans le monde grec, aussi bien sur des vases, donc des amphores, que sur des bas-reliefs ou des sarcophages. Elles pénètrent même dans l'intimité des foyers en se transformant, vous voyez, en gentilles poupées pour enfants. Les fillettes jouaient avec des poupées amazones. Elle est authentique, cette figurine. Et vous voyez que ces poupées avaient des bras et des jambes mobiles. Bon, elles portaient des casques, on ne voit pas trop là. Elles tenaient des lances en fer et les petites filles pouvaient même les habiller avec différents vêtements, tels de petites Barbies. Parce qu'après tout, c'est ça qu'il faut comprendre. Même si elles sont du côté de la sauvagerie, les Amazones n'ont rien de monstrueux. Elles n'ont rien à voir avec les chimères, les harpies, les gorgones, les sirènes. Ce ne sont pas des créatures fantastiques, mais des êtres bien réels et tout simplement humains. Pour les Grecs de l'Antiquité, de toute façon, les Amazones avaient bien existé dans les temps héroïques. Et elles vivaient peut-être toujours dans de lointaines contrées, à l'est et au nord de la Grèce. Et l'archéologie, aujourd'hui, depuis quelque temps d'ailleurs, l'archéologie le confirme. Il a bien existé des peuples nomades qui se déplaçaient depuis la Sibérie, vous voyez, ça fait loin, jusqu'à l'Arménie. Et différents sites ont permis de mettre au jour des sépultures de femmes enterrées avec des armes, et ainsi que des inscriptions anciennes évoquant des reines guerrières. Alors ces peuples nomades où les femmes étaient armées, comme les hommes, à l'instar des hommes, ce sont les Scythes.
Là, je vous ai mis Archer ou Archer. Enfin, c'est moi qui ai mis Archer, parce que finalement, il est presque androgyne, ce personnage. On sait pas trop, hein. Archer ou Archer Scythes. Alors, les Scythes, ce sont bien sûr de formidables cavaliers, des cavaliers des steppes, qui se déplaçaient sur un immense territoire qui s'étendait sur 8000 kilomètres, depuis la Chine jusqu'à la mer Noire. Alors, il n'y avait pas d'unité chez ces peuples. Ils se faisaient constamment la guerre entre eux pour des questions de territoire, bien sûr. Les hommes et les femmes devaient être à même de se défendre et de défendre leur tribu. Donc, armer les femmes, en faire d'habiles guerrières, c'était un impératif absolu. Parce que lorsque les hommes étaient partis guerroyer, les femmes restaient seules avec les enfants. Elles devaient défendre les campements, leurs campements nomades, protéger les troupeaux et même repousser d'éventuels assaillants, ce qu'elles ne manquaient pas de faire. Il y avait donc un réel partage de ce que j'appelais dans l'introduction les travaux de la guerre. Mais ce partage des travaux de la guerre, mais c'était aux antipodes des conceptions de la société grecque, qui à Athènes notamment, confinait, vous le savez, les femmes dans un appartement spécial qu'on appelait le gynécée. Bon. Et pour les Grecs, une société où les femmes s'arrogeaient l'honneur de porter les armes et de combattre à l'égal des hommes, ça représentait donc, je vous l'ai dit, une sorte de monde à l'envers, un monde où les repères sont bousculés, où les valeurs sont inversées. Parce que l'idée qui va se poursuivre pendant des siècles, c'est que c'est aux hommes qu'il appartient de donner la mort et aux femmes qu'il appartient de porter la vie. Et cette idée, donc, je vous dis, va courir tout au long des siècles. Aux femmes, bien sûr, le devoir de maternité, et aux hommes, le devoir de défendre la cité. Alors, l'idée est venue aux Grecs que les hommes ne pouvaient pas partager avec les femmes les travaux de la guerre. Pour eux, c'était pas possible. Et ils se sont imaginés un peuple de femmes vivant, totalement séparés des hommes. Mais ça ne correspondait en fait à aucune réalité. Voilà ce que raconte Hérodote, celui qu'on appelle le père de l'histoire. Il dit que après leur défaite contre les Grecs, les Amazones se seraient enfuies sur des bateaux. Elles ont accosté sur des rivages où elles auraient été séduites par des Scythes. Des couples se forment, ils gagnent le nord, et des amours des Scythes, avec les Amazones, serait né le peuple des Sarmates. Vous voyez ici. Toujours selon Hérodote, chez les Sarmates, les femmes participent à la chasse comme à la guerre. Et surtout, c'est important, elles ne peuvent se marier, ces Sarmates, avant d'avoir tué un ennemi. Rite initiatique. Ce sont de redoutables guerrières qui apprennent à se battre, donc comme les hommes, dès leur puberté. Et cela a même fait dire aux Grecs que les Sarmates étaient un peuple gynéco-krakoumène. Bon, ça c'est du grec. Gynéco-krakoumène, ça veut dire gouverné par les femmes. Sur certains sites archéologiques, on a bien retrouvé des squelettes de femmes portant une couronne en or, et on est certain que chez les nomades, des femmes ont pu accéder au rôle de chef. Il y a bien eu des reines guerrières, des grandes prêtresses, des femmes haut placées dans la hiérarchie. Et cela m'amène à revenir sur l'étymologie du mot Amazone. Alors le mot est grec, c'est vrai, et signifie privé de sein, mais il serait peut-être d'origine iranienne, issu d'une langue parlée par les nomades, justement, par les nomades des steppes, et signifierait femme puissante, femme qui frappe puissamment et qui tue. On a aussi avancé une origine arménienne pour ce mot, qui donnerait le sens de femme de la lune. Alors, femme de la lune, ce nom viendrait peut-être de leur bouclier court en forme de demi-lune. Bon, on voit un peu ici, sur cet amphore. En tous les cas, des femmes combattantes, aptes à affronter les hommes, ont bien existé dans la lointaine Antiquité. Alors voilà pour ce premier chapitre consacré aux Amazones, et on va aborder maintenant les preuses au cœur d'homme. Preuses, je sais pas, peut-être que ça vous paraît bizarre, parce que on connaît surtout le terme au masculin, on parle de preux chevaliers. Les preux chevaliers, pour qualifier la bravoure et la vaillance. Et le mot preux apparaît souvent aux yeux des gens comme un adjectif masculin ou un nom masculin. Et en fait, non. À la fin du XIVe siècle, Jean Lefebvre, procureur au Parlement de Paris, écrit un livre qui s'intitule « Les 9 preuses ». Son livre, le livre de Lès, rend hommage à 9 reines célèbres, alors appartenant à la lointaine Antiquité, parce que 5 d'entre elles furent des reines amazones. Donc il présente ces preuses aussi vertueuses, courageuses et audacieuses que les hommes, si ce n'est plus. Il écrit, c'est en vers, « Certes, au sujet des prouesses, affirme Madame Lès, les femmes sont plus preuses, plus vaillantes et plus vertueuses que les hommes ne le furent jamais. » Donc, XIVe siècle.
Au XVe siècle, apparaîtra une 10e preuve. Mais vous la connaissez bien. Bah oui, c'est Jeanne d'Arc, dont la célébrité et les prouesses guerrières vont éclipser les hauts faits des preuves d'autrefois. Mais des preuves, il n'y a pas que Jeanne d'Arc. Des femmes combattantes, il en existe beaucoup au Moyen-Âge et à la Renaissance. On va jusqu'au XVIIe siècle. Après, malheureusement, c'est fini. Christine de Pisan le souligne. Les dames suzeraines, donc qui possèdent un fief, un château, doivent avoir cœur d'homme. Donc l'expression vient de Christine de Pisan. Les femmes, les dames suzeraines doivent avoir cœur d'homme et être prêtes à prendre les armes à la tête de leurs vassaux pour défendre leur fief s'ils sont menacés. Leurs conditions, nobles, les autorisent à porter l'armure, l'épée, la lance, le casque et l'étendard, et à monter à cheval. Dans une société évidemment très hiérarchisée, on est au Moyen-Âge, l'ordre prévaut sur le sexe. Donc peu importe qu'on soit un homme ou une femme, on défend son fief, qu'on soit une femme ou un homme. Les femmes nobles, qui ont seigneurie, assurent le service de la guerre au même titre que les hommes. D'ailleurs, l'absence d'un père, parti peut-être en pèlerinage, parti au combat, l'absence d'un frère, l'absence d'un mari, leur en fait un devoir à ces femmes. Et l'histoire médiévale offre de beaux portraits de ces femmes en armes. Le célèbre chroniqueur Froissart évoque ainsi Jeanne de Flandre. Elle est connue parce qu'elle est duchesse de Bretagne, au XIVe siècle. Froissart écrit, bon là c'est une reproduction qui est peut-être pas très ancienne, donc il écrit « Elle tient un glaive moult roide et bien tranchant, et trop bien se combattait de grand courage. » Pierre le Moine, au XVIIe siècle, rajoute ceci, « Sa vaillance, à Jeanne de Flandre, sa vaillance au reste ne fut pas toujours une vaillance de tournoi et de carrousel, et sa braverie une braverie peinte et de parade. Des guerres contrefaites et des combats de salle, elle passa aux véritables guerres et aux combats de campagne. Elle se trouva à des sièges et à des batailles navales. L'armée française alla assiéger Hennebon, où la duchesse était jetée avec la fleur de ses amis. Elle soutint le siège virilement et y servit de toute sa personne. Au XVIIIe siècle, Pierre-Joseph Boudier de Villemer rapporte les exploits, toujours au XIVe siècle, de Jeanne de Belleville, que vous voyez ici, épouse d'Olivier de Clisson, la tigresse bretonne. Il la décrit le fer à la main, ah là on la voit bien le fer à la main, portant le carnage et l'incendie. Au XVe siècle, Marie d'Harcourt se porte à la tête de ses troupes au secours de la ville de Vaudemont et force les ennemis à lever le siège. Vous voyez, les guerres, c'était souvent des guerres de siège. Et là, les femmes avaient toute leur place pour défendre leur ville. La célèbre Jeanne Hachette, dont me parlait beaucoup ma grand-mère, est représentée une hache à la main, montée sur la brèche, arrachant le drapeau que l'on y voulait arborer et jetant en bas de la muraille l'officier qu'il portait. Sa hardiesse galvanise les femmes de Beauvais, donc là on est dans le nord de la France, qui combattent de concert ces femmes de Beauvais avec les hommes. Et les 80 000 assaillants bourguignons furent repoussés. Cet épisode glorieux a une date, il s'est déroulé le 22 juillet 1472. Et plus tard, pendant les troubles du XVIe siècle, Catherine de Clermont défend elle aussi ses terres du duché de Retz, menacées par les ligueurs. On est au XVIe siècle. Elle rassemble des troupes à ses frais et se met à leur tête. Alors, peut-être vous demandez-vous, mais comment était-il possible pour des dames, on la voit ici avec son costume de dame par exemple, comment était-il possible qu'elles puissent combattre à la tête de leurs troupes, parfaitement équipées, parfaitement armées? Mais en fait, c'est que l'éducation des filles nobles au Moyen-Âge, n'était pas si différente de celle des garçons, parce qu'elles devaient se préparer à prendre la tête de leur seigneurie si leur frère ou leur mari venait à mourir. Elles devaient donc être prêtes à défendre leur seigneurie à tout moment. C'est pourquoi elles apprenaient bien sûr à monter à cheval, elles apprenaient à se battre, elles apprenaient aussi à chasser le faucon au poing, elles savaient dresser l'oiseau, le lancer, le rappeler, l'encourager par leurs cris. Mais, malgré tout ce que je vous ai dit, comment ces femmes en armes étaient-elles perçues par les hommes? Brantôme semble apprécier, s'émerveiller de l'attitude de ces dames guerrières qui protègent leur manoir ou leur château avec le village qui l'entoure. Mais il les blâme de s'habiller comme des hommes. Et c'est le procès d'ailleurs qu'on a fait à Jeanne d'Arc. On lui a reproché de s'habiller en homme, de ne s'habiller qu'en homme, jusque dans sa prison. Il les blâme, Brantôme aussi, d'avoir le goût du commandement. Il écrit, j'allais dire perfidement,
L'ambition de dominer, régner et commander loge dans leurs âmes à ces femmes, aussi bien que des hommes. Et elles en sont aussi friandes. Gaspard de Sceaux, seigneur de Tavannes, renchérit. Que les femmes fassent les femmes, non les capitaines. Si la maladie de leur mari, la minorité de leurs enfants, les contraignent à se présenter au combat, cela est tolérable, pour une fois ou deux, en la nécessité. Il leur est plus séant de se mêler des affaires en une bonne ville proche des armées que d'entrer en Icelle, où elles sont injuriées des ennemis et moquées des amis. Donc en cas de nécessité, les dames peuvent remplacer les hommes, participer à la défense d'une ville, assiégée, réparer les murailles, encourager les combattants, voire prendre les armes. C'est ce que feront encore les communardes, on va le voir. Mais on a tendance à dire que leur place n'est pas sur les champs de bataille, qu'il n'est pas bien séant de voir une femme, armée et vêtue comme un homme, se distinguer par des exploits dont les hommes, en fait, veulent avoir l'exclusivité. C'est pourquoi ils affirment que la prouesse n'est pas compatible avec les vertus féminines de réserve et de modestie. Et je ne vous évoque pas ici tous les textes religieux, ceux de Thomas d'Aquin, évidemment à l'appui. Bon. En tout cas, le combat des femmes, alors ça c'est une idée importante, ce combat doit être défensif, mais pas conquérant. Et d'ailleurs, ces nobles femmes se sont souvent battues pour défendre leur domaine et non pas pour aller porter le fer à l'étranger. Parce que c'est au mari d'aller guerroyer au loin, à son épouse de le remplacer pour défendre ses intérêts sur place. Donc il était parfaitement admis qu'une femme noble s'élève au-dessus de son sexe et manifeste quand même vaillance et bravoure au même titre qu'un homme en cas de nécessité, puisque son statut social l'autorisait à commander, en véritable chef militaire. Les hommes acceptaient son autorité, ils consentaient à obéir aux ordres d'une femme dès lors qu'elle est noble. Parce que maintenant, passons aux non nobles, celles qu'on appelait les roturières. Alors là, c'est une autre histoire. Ces femmes, peut-être des bourgeoises, sont bien sûr réquisitionnées, si nécessaire, elles aussi, pour défendre leur ville. Il faut bien se représenter aussi que toutes ces femmes possèdent des armes qu'elles tiennent de leur père ou de leur mari, donc chez elles, à la maison. Elles ont aussi appris à s'en servir. Dans de nombreuses chroniques, leurs actes héroïques sont même soigneusement consignés. Par exemple, Bernard de Girard du Haillan rapporte 2 épisodes militaires sous François Ier. Donc on est au XVIe siècle. Le premier à Péronne, où les femmes même faisaient de leur plein gré la charge et le devoir des soldats. 1536, siège de Péronne. Second épisode à Saint-Riquier, où écrit Bernard de Girard du Haillan, « Les femmes, je cite, montant elles-mêmes sur les murailles avec leurs maris, exercèrent si virilement, on retrouve l'adverbe, si virilement l'office d'homme, qu'à force de poids, résine et d'eau chaudes et bouillantes, elles contraignirent enfin les impériaux à se retirer. Voire, dit-on, que quelques-unes de ces femmes, habillées en hommes, leur ôtèrent 2 de leurs enseignes. » Alors, il y avait aussi dans les villes ce qu'on appelait un devoir de guet. Alors, ce devoir de guet était imposé aux nobles, mais également aux riches. Alors, il y avait des hommes qui voulaient se dérober à ce devoir de guet, bien sûr. Et ils devaient payer des amendes. L'argent récolté par ces amendes permettait alors de recruter d'autres personnes, y compris des femmes. Donc ces hommes, ces femmes, recrutés, formaient une milice urbaine armée de piques et d'épées. Certaines femmes possèdent même des armures et des arquebuses. Mais là, voilà, je vous ai évoqué le Moyen-Âge, la Renaissance. Les femmes en armes disparaissent progressivement au XVIIe siècle. Le métier des armes se spécialise, il va devenir un métier d'homme exclusivement. Il ne sera plus possible pour les femmes de s'illustrer par leur bravoure au combat. Mais, alors, les femmes en armes, voilà, au Moyen-Âge, au XVIe siècle, on en voit encore une avec sa hache. Voilà, nous arrivons à la Révolution française avec cette magnifique photographie extraite d'un film qui s'intitule « Un peuple et son roi » avec 2 acteurs que l'on peut que regretter puisque l'un est mort, c'est Gaspard Ulliel, et l'autre ne joue plus au cinéma, c'est Adèle Haenel. Donc aux armes citoyennes. Lors de la Révolution française, non seulement les femmes participent, on le sait tous, aux fameuses journées révolutionnaires, mais dès 1789, et ça c'est très important, elles réclament, donc elles font une démarche, elles réclament le droit de porter des armes. Et elles vont se heurter au refus constant et quasi unanime des hommes. Elles ne seront pas soutenues.
Les sans-culottes, notamment, et leurs principaux leaders, se distinguent dans ce refus obstiné. Ils ne cessent de marteler, ils ont beau être révolutionnaires et emplis des idées des Lumières, ils ne cessent de marteler que la place des femmes est derrière les fourneaux ou dans les lits. Eh bien oui. Toute action violente, en fait, on va le comprendre bientôt, toute action violente de la part des femmes est profondément redoutée, mal vécue, et jugée incompatible avec la retenue et la pudeur qu'on attend d'elles. Souvenez-vous de tout ce que Rousseau a écrit aussi sur l'éducation des filles dans les Mille. Hein. Alors, nous allons revivre la journée du 5 octobre 1789. 5 octobre 1789, que se passe-t-il ce jour-là? Eh bien, les commerçantes de la Halle, à Paris, sont très en colère. Pourquoi cette colère? Eh bien, il y a des difficultés importantes d'approvisionnement des marchés qui provoquent la disette à Paris. Et surtout, la reine, Marie-Antoinette, offre à Versailles un banquet au régiment de Flandre, et le roi, quant à lui, persiste dans son refus de ratifier les décisions de l'Assemblée. Trop c'est trop. Les dames de la Halle, comme on les appelle, décident de marcher sur Versailles. Les voilà toujours dans le même film, Un peuple et son roi. Vous voyez, que des femmes. Donc, elles décident de marcher sur Versailles pour ramener à Paris le boulanger, la boulangère et le petit mitron. Vous vous souvenez de l'expression? Autrement dit, le roi, dont le devoir, quand même, est d'assurer à son peuple la subsistance et le pain. La reine et le dauphin. Imaginez, mais on le voit bien dans ce film, un cortège de 6000 à 8000 femmes, armées de fourches et de piques. On le voit pas trop sur l'image ici. Un cortège qui se met en route pour Versailles. Alors, parmi elles, on trouve des hommes, c'est vrai, habillés en femmes. Alors, il ne faut pas s'en étonner, l'habit féminin protégeait des mauvais coups. Et il était fréquent que des hommes s'en revêtent. Au matin du 6, la foule envahit le château et elle exige du roi qu'il quitte Versailles et se rende à Paris avec sa famille. Le cortège royal est accompagné d'une 50aine de voitures quand même chargées de farine. Les femmes ont également obtenu du roi, les femmes donc, ont obtenu du roi qu'il accepte la déclaration des droits de l'homme. Les poissardes en armes, comme on les appelle, ont écrit une grande page de l'histoire politique ce jour-là. Mais elles ne peuvent s'en glorifier. Les violences exercées ce jour-là choquent les esprits et on ne retient que cela, ces violences. Et oui, des gardes du corps ont été tués et décapités. Leur tête, on le voit aussi dans les films, brandie au bout de piques. Un cheval a même été démembré et ses morceaux cuits par des émeutières. Ce qui scandalise aussi, c'est le fait, et oui, c'est le fait que les femmes aient envahi l'Assemblée constituante, réunie à Versailles, et qu'elles se soient assises parmi les députés. Sacrilège. Que viennent faire les femmes parmi les députés? Donc des poursuites sont engagées à l'encontre des femmes. La reine des Halles, comme on l'appelle, la fruitière Louise Reine Audu, est emprisonnée pendant 1 an, pour l'exemple. Une méchante rumeur désigne aussi une des militantes politiques des plus en vue. Vous savez qui c'est? Théroigne de Méricourt. On l'accuse, cette femme, on l'accuse faussement d'avoir participé à cette journée. Circonstance aggravante, elle aurait été vêtue d'un uniforme apparenté aux uniformes militaires. Alors, bien sûr, comme je vous l'ai dit, s'il était admis qu'un homme se travestisse en femme pour se protéger des coups, lors des émeutes, s'habiller en homme pour une femme, ça constituait une transgression inacceptable. Théroigne de Méricourt, en fait, dérangeait les hommes, mais aussi peut-être les femmes, à cause de sa liberté de mœurs et à cause de sa détermination, surtout, à jouer un rôle politique. Parce qu'on parle beaucoup de l'homme de gauche, c'est très bien, il y a eu un magnifique film qui est sorti avec Julie Gaillet la semaine dernière, et on parle peu de Théroigne de Méricourt, qui pourtant, vous allez voir, était très déterminée. Cette femme cristallisait toutes les peurs et toutes les haines. Des citoyennes iront même jusqu'à lui infliger plus tard l'humiliation d'une fessée publique devant les portes de la Convention. Des femmes. Et son propre frère la fera interner à la Salpêtrière en 1794. Cette pauvre femme va y passer les 23 dernières années de sa vie dans des conditions que vous imaginez effroyables. Alors après ces journées d'octobre 89, il va être refusé aux femmes de posséder des armes, notamment des piques, malgré leurs demandes répétées. Le 6 mars 1792, 319 citoyennes patriotes, menées par Pauline Léon, marchande de chocolat,
signe une adresse individuelle à l'Assemblée nationale, donc de la part de citoyennes de la capitale. On peut lire là sur l'image, toutes les femmes ne devraient-elles pas marcher de front et d'un pas égal avec les hommes? Que demandent les femmes? Eh bien, le droit de former une garde nationale féminine. On va leur rétorquer que les femmes, ont pour fonction naturelle de donner la vie, non de donner la mort. Toujours ce même argument. Le 25 mars 1792, Théroigne de Méricourt engage les femmes à ne pas lâcher prise. Voici ce qu'elle leur exhorte de faire dans un discours très vigoureux prononcé à la Société fraternelle des minimes. Pas les minimes à Toulouse, les minimes à Paris. Je la cite, « Armons-nous, nous en avons le droit, par la nature et même par la loi. Montrons aux hommes que nous ne leur sommes inférieurs ni en vertu ni en courage. Montrons à l'Europe que les Françaises connaissent leurs droits et sont à la hauteur des Lumières du XVIIIe siècle. Françaises, brisons nos fers, il est temps enfin que les femmes sortent de leur honteuse nullité, où l'ignorance, l'orgueil et l'injustice des hommes les tiennent asservis depuis si longtemps. Oui, généreuses citoyennes, vous toutes qui m'entendez, armons-nous. Allons nous exercer 2 ou 3 fois par semaine aux Champs-Élysées ou au champ de la Fédération. Ouvrons une liste d'Amazones françaises et que toutes celles qui aiment véritablement leur patrie viennent s'y inscrire. Donc, que demande Théroigne de Méricourt? La création de bataillons d'Amazones françaises. La levée en masse de femmes soldates. Leur participation armée à la défense de la patrie. Vous voyez, c'est des choses qu'en fait, on n'enseigne pas trop dans les écoles, ça. Comprenons bien l'enjeu de cette revendication, en fait. La défense de la patrie est un des attributs de la citoyenneté, qu'il s'agisse de la sécurité intérieure ou de l'armée. Donc, revendiquer le port des armes pour les femmes, c'est aussi réclamer l'égalité politique avec les hommes. Et c'est pour ça que ça passe pas. 11 juillet 1792, la patrie est déclarée en danger. L'Assemblée annonce la levée de 50 000 volontaires. Claire Lacombe, comédienne de son état, réclame le droit de combattre les tyrans. Des femmes, vêtues en hommes, rejoignent les armées de la Révolution. Le 10 août 92 marque un tournant important dans la Révolution avec la prise des Tuileries, chacun le sait, et la chute de la royauté. La ville de Paris, à ce moment-là, attribue à Théroigne de Méricourt la couronne civique pour son rôle dans l'insurrection. Elle partage cette gloire avec Claire Lacombe et Louise Reine Audu, qui auraient tué plusieurs gardes suisses lors de la prise du palais des Tuileries. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis des femmes de plus en plus engagées jusqu'en 92, dans la Révolution. Mais, patatras, la Convention, là c'est la deuxième époque de la Révolution, la Convention qui succède à l'Assemblée législative à partir du 21 septembre 92 va exclure les femmes du rôle politique qu'elles revendiquaient. Le 30 octobre 1793, la Convention est saisie de 2 questions. Première question, les femmes peuvent-elles exercer les droits politiques et prendre une part active au gouvernement? Deuxième question, les femmes peuvent-elles délibérer, réunies en associations politiques ou en sociétés populaires? Eh bien, dans les 2 cas, la réponse est non. C'est ainsi que la Société des citoyennes républicaines révolutionnaires, animée par Pauline Léon et Claire Lacombe, une société qui réunit jusqu'à 170 femmes, et qui réclamait l'égalité et le droit de participer à la défense nationale, cette société fut interdite, de même que tous les autres clubs de femmes, comme on les appelait d'ailleurs par dénigrement, des clubs de femmes. Claire Lacombe et Pauline Léon ont été la cible des critiques les plus humiliantes, avant d'être réduites au silence et obligées de rentrer dans l'invisibilité de la vie privée. Alors que des femmes, une centaine, accompagnaient leur père ou leur mari dans les troupes, elles sont peu à peu exclues des armées. Ah bien sûr, restent les blanchisseuses et les vivandières. Et puis vient la terreur révolutionnaire. Les femmes craignent de plus en plus pour leur vie, quelles que soient leurs conditions sociales. Olympe de Gouges est guillotinée, vous le savez, le 3 novembre 1793. Elle aussi, elle proposait aux Français, dans les 3 urnes, un vote pour que le peuple français se détermine sur le gouvernement qu'il aurait voulu. Mais évidemment, c'était inacceptable pour les révolutionnaires et le comité de salut public. Lucile Desmoulins,
Là aussi, j'aime bien ce film, La Révolution française, un film de 89, où l'on voit Marie Brunel interprétant Lucille Desmoulins. Lucille Desmoulins est guillotinée elle aussi le 13 avril 1794. Et vous saviez quel âge elle avait? 24 ans. Guillotinée à 24 ans. L'historiographie contre-révolutionnaire oppose deux images frappantes à partir de là. L'image, bien sûr, des malheureuses victimes traînées sur l'échafaud, et à l'opposé, l'image des prétendues tricoteuses, des monstres froids, tricotant sur les bancs des tribunaux ou au pied des guillotines, quand ce n'est pas l'image de poissardes hurlant à la mort autour des charrettes des condamnés, des harengères débraillées, indécentes et ivres, des femmes ivres de fureur et de vin, de véritables ménades. Et il faut se méfier toujours des films qui nous racontent la Révolution française à travers ces stéréotypes, parce qu'ils ne nous disent pas forcément le vrai. Donc, il faut y voir dans ces images la volonté de stigmatiser la part atroce que les femmes du peuple auraient prise aux violences de la terreur révolutionnaire. A contrario, les femmes contre-révolutionnaires n'ont pas été ainsi stigmatisées. Parce que sur le terrain de la guerre contre-révolutionnaire, quand des femmes nobles commandent des troupes contre-révolutionnaires, alors là on reconnaît, on admire leur détermination et leur courage. Parce que comme au Moyen-Âge, le rang continue de compter plus que le genre au sein des armées de la contre-révolution. En revanche, être femme et être femme du peuple ne donnent pas les mêmes avantages et certainement pas l'autorité sur les hommes. Il valait mieux être femme et de sang bleu, de sang noble, pour avoir cette autorité sur les hommes. Alors, un peu moins de 100 ans plus tard, nouvel épisode, l'épisode de la commune. Alors j'ai mis les communeuses parce que les communardes, vous voyez, c'est un suffixe en fait dépréciatif, péjoratif, mais on employait aussi de façon concomitante le terme de communeuse. Bon, communard ou communeur ou communeux, les communeuses, donc sur les barricades. Alors vous savez que la guerre qui a été menée par la France contre la Prusse en 1870 fut un désastre, puisque l'empire napoléonien de Napoléon III s'effondre. En septembre, les troupes allemandes sont aux portes de la capitale. Et c'est un siège très éprouvant qui commence pour les Parisiens. Il va durer plusieurs mois. 1500 Parisiennes brûlent de s'enrôler dans la garde nationale. Vous voyez comme en 1792. Elles veulent défendre la ville de Paris, les armes à la main. Mais qui va leur opposer un refus catégorique? Le général Trochu. Il ne veut pas qu'il y ait de bataillon de femmes, ni d'Amazones de la Seine. La garde nationale ne recrutera que des ambulancières, bien sûr pour s'occuper des blessés. Alors le 28 janvier 1871, l'armistice est signé avec la Prusse, Paris a capitulé, l'Assemblée nationale est monarchiste, elle s'installe à Versailles. Et, il faut bien comprendre ça, l'Assemblée nationale, donc de l'époque monarchiste, entend bien mater la population parisienne, parce que la population parisienne est vent debout contre le nouveau pouvoir. Les députés versaillais veulent briser toute résistance. Donc le 18 mars, oui, vous avez des Amazones de la Seine là, le 18 mars, Adolphe Thiers, qui est le chef du pouvoir exécutif, envoie la troupe récupérer le plus discrètement possible au petit matin les canons de Montmartre. Louise Michel l'apprend. Elle s'en émeut, la première. Elle parcourt les rues de Paris. J'allais dire comme une vraie folle, elle se met à hurler « Trahison !» Les femmes se mobilisent, elles interpellent joyeusement les soldats de la troupe parce qu'elles vont devant des soldats. Elles vont devant des soldats, elles les interpellent, elles fraternisent avec eux. C'est vraiment un épisode que je trouve vraiment extraordinaire, ça. Ceux-ci, bien sûr, ont refusé de mettre en joue des femmes et des enfants, alors que l'ordre leur en a été donné. Mais tirez, tirez. Ben non, on ne peut pas tirer sur des femmes et des enfants. La garde nationale occupe l'hôtel de ville au soir du 18 mars 1871 et la commune de Paris est proclamée 10 jours plus tard, le 28 mars 1871. Alors le 11 avril se constitue l'Union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés. Cette association sera présente dans tous les arrondissements parisiens. Elle est l'œuvre de ces deux femmes. Nathalie Lemel, que vous voyez à droite, une ouvrière en reliure, et la jeune et jolie, eh oui, disons-le, Elisabeth Dmitrieff. C'était une jeune femme d'origine russe. C'était même une amie de Karl Marx, voire, dit-on, son agent d'information.
L'Union des femmes, donc, est créée à la suite d'un appel public qui appelait les citoyennes de Paris à se souvenir qu'elles sont les descendantes des femmes de la Grande Révolution, qui, au nom du peuple et de la justice, marchaient sur Versailles, ramenant captif Louis XVI. Vous voyez, en 1871, on a vraiment cet épisode révolutionnaire présent à l'esprit. Les Parisiennes sont appelées à se mobiliser auprès des hommes pour prendre une part active à la lutte engagée contre les Versaillais et pour défendre la Commune. Alors je cite cet appel. « Paris est bloqué, Paris est bombardé. Citoyennes, où sont-ils nos enfants, et nos frères, et nos maris? Entendez-vous le canon qui gronde et le tocsin qui sonne l'appel sacré? Aux armes, la patrie est en danger, il faut vaincre ou mourir. Citoyennes, toutes résolues, toutes unies, préparons-nous à défendre et à venger nos frères. Aux portes de Paris, sur les barricades, dans les faubourgs, n'importe. Soyons prêtes, au moment donné, à joindre nos efforts aux leurs. Et si les armes et les baïonnettes sont toutes utilisées par nos frères, il nous restera encore des pavés pour écraser les traîtres. » Donc, dès le 3 avril 1871, quand les femmes avaient appris les premières attaques de la troupe et les premières exécutions sommaires de prisonniers parisiens, les femmes s'étaient précipitées sur les remparts. Donc c'est le 3 avril. Elles voulaient marcher sur Versailles, comme en 1789. Imaginez à nouveau le cortège, quelques centaines de femmes, habillées de noir, arborant un petit morceau de tissu rouge, en broche sur le corsage. Elles sont précédées par une porteuse du drapeau rouge, des tambours, quelques gamins entonnant le chant du départ. Elles traversent Paris de la place de la Concorde à la porte Maillot. Mais elles s'arrêtent au rempart. En fait, elles sont arrêtées. Parce que les gardes nationaux les empêchent d'aller plus loin. Ils veulent leur éviter d'être tout simplement mitraillés par la troupe. Et puis les Parisiennes, par la suite, ne seront jamais officiellement armées comme les hommes pour combattre avec eux. Les volontaires seront recrutés, mais comme ambulancières, toujours, comme cantinières ou vivandières, cantonnées à des fonctions considérées comme propres à leur sexe, donc le soin aux blessés et le ravitaillement. Toutefois, il va bien être créé un bataillon de femmes, le bataillon des fédérés, au féminin, du 12e arrondissement, qu'on a appelé aussi Légion des femmes, le 11 mai 1871. Vous voyez, on a l'affiche, création d'un bataillon de femmes. Alors, cette affiche s'adresse ainsi aux gardes nationaux. Un grand exemple vous est donné. Des citoyennes, des femmes héroïques, pénétrées de la sainteté de notre cause, ont demandé des armes au comité de salut public, puisqu'on l'appelait aussi par référence à 93, pour défendre comme nous tous la Commune et la République. Mais, et c'est ça qui est intéressant, quelle sera leur mission à ces femmes? La chasse aux réfractaires. C'est-à-dire qu'elles devront retrouver, poursuivre, les hommes qui veulent échapper au service de la garde nationale et à la défense de la Commune. Les citoyennes volontaires sont chargées de désarmer les réfractaires publiquement, de les conduire elles-mêmes en prison. Quoi de plus humiliant, évidemment, pour ces hommes jugés indignes. Alors le bataillon a été vite constitué en quelques jours. Il se composait de 20 à 100 femmes, des femmes issues des milieux populaires, donc on y trouvait des passementières, des couturières, dans le domaine de l'habillement. Elles étaient commandées par la colonelle Valentin et la capitaine Nagbecker, et elles possédaient une tenue particulière, un brassard et une ceinture de couleur rouge, et bien sûr des armes, des revolvers, des fusils personnels. C'est ça que les Versaillais vont leur faire payer d'ailleurs très cher. De nombreux hommes expliqueront avoir été arrêtés effectivement par des gardes nationaux sur dénonciation de ces femmes. Le témoignage de ces hommes les décriront ces femmes comme des mégères, apparaissant même comme des terreurs dans leur quartier. On avait peur d'être arrêtés par elles. Alors au mois de mai 1871, des femmes de ce bataillon, donc le bataillon des femmes, dressent une barricade, rue Blanche, dans le 9e arrondissement. Ce sera la fameuse barricade des femmes évoquée par de nombreux témoins, dont Louise Michel. Cette barricade sera défendue donc jusqu'à la mort. Une fois prises, celles qui seront encore en vie vont se réfugier sur les autres barricades où elles vont continuer le combat avec les hommes. L'Union des femmes pour la défense de Paris était parvenue à mobiliser de nombreuses femmes. Le 6 mai, elle proclamait « Les femmes de Paris prouveront à la France qu'elles aussi seront, au moment du danger suprême, aux barricades, sur les remparts de Paris, si la réaction forçait les portes
donner, comme leurs frères, leur sang et leur vie pour le triomphe de la commune, c'est-à-dire du peuple. Donc le 21 mai, alors que les troupes versaillaises entrent dans Paris, c'est le début de la semaine sanglante, 50 de ces femmes vont prendre les armes. Elles portent ceinture, écharpe, cocarde rouge, elles sont armées de fusils, elles se rendent vers la barricade dressée rue Pigalle et elles y plantent le drapeau rouge. Il est indubitable que des communeuses ont participé au combat lors de la semaine sanglante, du 22 au 28 mai. Elles ont fait le coup de feu, comme on dit, elles ont tiré sur les Versaillais, et plusieurs sont mortes au combat. Parce que certains diront que mais non, elles ne se sont pas battues, non. Mais si, en fait, on en est sûr. Et la répression versaillaise fut atroce. Le bilan oscille entre 10 000 et 20 000 victimes. Bon, on n'est pas sûr du chiffre, mais on sait qu'il y a à peu près 20% de femmes qui ont été victimes de cette répression. Alors, ce qui est intéressant aussi à noter, c'est que la propagande versaillaise s'est efforcée pour légitimer ces massacres de diaboliser la figure de la communarde et d'en faire une pétroleuse. Là, vous avez les massacres, de ce tableau célèbre de Maximilien Luce. La barricade des femmes. Alors, attendez. Voilà. Donc, la propagande versaillaise a voulu faire de la communeuse une pétroleuse qui allumait partout des incendies dans une rage de destruction. En fait, c'est un mythe que l'on a diffusé pour éviter que l'image de la combattante sur les barricades ne devienne au final une image héroïque. Louise Michel, la première, l'affirme dans son Histoire de la Commune. Elle écrit « Les légendes les plus folles coururent sur les pétroleuses. » Je cite Louise Michel, « Il n'y eut pas de pétroleuses, mais de malheureuses mères de famille, qui, dans les quartiers envahis, se croyaient protégées par quelques ustensiles faisant voir qu'elles allaient chercher de la nourriture. Pour leurs petits, une boîte au lait, par exemple. Mais elles étaient regardées comme incendiaires, porteuses de pétrole et collées au mur. Quelques enfants sur les bras des mères étaient fusillés avec elles. Les trottoirs étaient jonchés de cadavres. Il y eut un procès. Le procès des 5 pétroleuses. Eh bien, figurez-vous que, lors de ce procès, on ne put fournir aucune preuve d'acte pyromane. Mais le mythe de la pétroleuse perdura et se doubla d'une autre image, destinée encore plus à horrifier, l'image de la vitrioleuse. Voyez cette représentation aussi. Et voici le récit hallucinant d'un anti-communard, un certain Auguste Victor-Marie Lefebvre du Pré, dans un livre intitulé « Les femmes de 1870 ». Il écrit « Des femmes, donc des communardes, avaient reçu l'horrible mission de dévisager des soldats, c'est-à-dire en fait de les défigurer, en leur brûlant la figure avec un liquide corrosif, de l'acide. On a trouvé sur des soldats tués des traces de cela. C'était la bande des vitrioleuses. Vous savez, quand on affirme les choses, on finit par y croire. En ces jours où s'achevait la lutte, le soleil de mai dardait ses plus chauds rayons. Le soldat, dévoré par la soif, buvait l'eau de vie que des marchands de colportaient dans les rangs. Or, dans cette liqueur ardente, plusieurs femmes mêlèrent un toxique foudroyant. Elles avaient offert à de pauvres soldats le verre de bienvenue, et ceux-ci y avaient bu le trépas. Le cœur de la femme est artistement pervers. Ben oui. Évidemment, avec un tel récit, où le vitriol est d'abord jeté au visage, puis répandu dans les entrailles, on cherche à entretenir le mythe de la perfidie féminine. Tout comme l'image de la pétroleuse renvoie bien sûr au mythe de la furie hors de contrôle. Mais en fait, c'était intentionnel. Il s'agissait de remplacer donc, bien sûr, par cette image, l'image de la combattante héroïque des barricades. Alors nous allons passer à un autre épisode très intéressant aussi, celui du rôle que les femmes françaises, donc je parlais des françaises, ont pu jouer dans la résistance. Là, vous voyez une très jeune femme, on dirait presque une adolescente, avec son fusil mitrailleur. Alors, c'est un épisode très intéressant, parce qu'on va voir encore des résistances masculines à cet engagement désiré par de nombreuses femmes. Lors des années noires de l'occupation, des Françaises prirent part au combat clandestin, voire à la lutte armée. Bon, on le sait. Mais contrairement aux hommes, c'est ça aussi qui est intéressant, ces femmes ne se sont pas glorifiées de leurs actes, même les plus courageux. Elles estimaient n'avoir fait que leur devoir. Elles déclaraient modestement, la plupart, « Mais j'ai rien fait d'extraordinaire.
C'était normal, tout le monde l'aurait fait. Et pourtant, il faut rappeler d'abord qu'il était bien difficile dans les années 40 pour une femme de mener une action comme ça, individuelle, autonome, et encore plus de s'engager dans le combat clandestin. Vous imaginez bien que les familles françaises n'étaient pas enclines à laisser leurs filles, des filles jeunes, courir les bois et les montagnes en compagnie d'hommes. Et pourtant, nombreuses furent les jeunes filles qui entrèrent en résistance. Voilà, elles enfourchaient leurs bicyclettes, là c'est une véritable photographie de l'époque, afin d'assurer une liaison avec un complice. Voilà, c'était le rôle qu'elles pouvaient avoir. Elles cachaient des messages dans leur guidon, elles le racontent elles-mêmes. Et elles déposaient ces messages dans des boîtes aux lettres, ou alors elles renéotypaient des documents. Et ces femmes se sentaient portées, on le voit à leurs traits sur leur visage, là, elles se sentaient portées par un réel et profond sentiment patriotique. Je veux vous citer une ligne de Marie-Josée Chambard de Laau, qui se souvient de ce qu'elle ressentait à 17 ans. Elle écrit « J'avais le désir de consacrer ma vie à quelque chose qui en vaille la peine. » Une autre femme, Claire Girard, témoigne de sa foi patriotique. À ses 20 ans. Claire Girard écrit « Je me suis posé la question. Pour qui est-ce que je vis? Pour qui ces forces que je sens en moi? À qui faut-il offrir tout cela? Ma jeunesse, mon esprit, mon cœur, à qui? À mon pays. Rendre à mon pays sa grandeur et sa gloire. Et dans ce but précis, agir. » Quant à Lucie Aubrac, qui est plus connue, elle évoque, elle, une réaction, au départ, instinctive. Elle écrit « Oh, plutôt par exaspération devant quelqu'un que l'on n'a pas invité, qui se couche dans votre lit. Ouvre votre garde-manger. » À l'époque, les réfrigérateurs, dit-elle, n'existaient pas. Et qui s'installe. « Les femmes ont été outrées, écrit Lucie Aubrac, par le sans-gêne des Allemands, excédées par ces queues qui n'en finissaient pas, ces magasins vides, où l'on était traité comme une moins que rien, si on n'avait pas les moyens du plus cher. Les femmes n'aiment pas se laisser marcher sur les pieds. Beaucoup entrèrent en résistance à cause de cela. » C'est pas moi qui le dis, Lucie Aubrac. Alors, une fois engagées, les femmes n'ont pas eu d'autre choix que d'accepter d'être les petites mains de la résistance. Bon, là, je vous ai sorti une photo d'un autre film. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Les Femmes de l'ombre, oui, de Jean-Paul Salomé, avec, j'aime bien les actrices aussi, Julie Depardieu, Sophie Marceau, que vous voyez au centre, Déborah François et Marie Gina à droite. Donc, les femmes n'avaient pas d'autre choix que d'accepter d'être les petites mains de la résistance, c'est-à-dire qu'elles étaient cantonnées à des tâches indispensables, bien sûr, dangereuses, mais modestes. Francis Louis Clauzon, qui était un proche collaborateur de Jean Moulin, le reconnaît lui-même à propos d'une ancienne camarade de la faculté de Troyes, qui était entrée comme lui dans la résistance. Il écrit « Comme toutes ses camarades femmes, elle avait le sale boulot. Taper des lettres, porter, rapporter le courrier, joindre les uns et les autres, relever nos boîtes aux lettres clandestines et surveillées, chercher des lieux de réunion, et quand cela devenait indispensable, faire le marché avec de vrais ou faux tickets. » La fonction typique de la résistance est celle d'agent de liaison. C'est une activité indispensable car sans ravitaillement des clandestins et sans circulation de l'information, bien sûr, la résistance aurait été étouffée. Alors il s'agit de missions évidemment dangereuses, comme celle des opératrices radio qui, elles, sont facilement repérables par leurs frappes spécifiques sur le clavier d'un sans-fil, et beaucoup d'entre elles furent arrêtées. Mais revenons aux agentes de liaison. Alors, en fait, recruter des agentes de liaison, c'était une très bonne idée. Regardez la photo, vous allez comprendre. L'image parle d'elle-même, vous voyez. Mais bien sûr, mesdames, je vais porter votre valise. Mais que contient la valise? Que contient la valise? Ben, je vais vous expliquer tout ça. En fait, les femmes suscitaient chez l'occupant, on voit ici un SS, un officier SS, les femmes suscitaient moins de méfiance que les hommes. Pourquoi? Eh bien parce que les activités clandestines ne coïncidaient pas, pour les Allemands, avec la représentation qu'ils se faisaient de la femme française, qu'ils voyaient frivole, ou qu'ils voyaient comme la bonne épouse au foyer. Et oui. Marie-Louise Jolion, 19 ans, a été ainsi recrutée par le lieutenant-colonel Lagarde du réseau Périclès de Lyon. Elle porte 2 fois par semaine à ses camarades, Nancy et Janine, une valise près de la gare de Perrache. Cette valise contient des tracts, de faux papiers, de l'argent,
Parfois, elle contient des armes et même du matériel de sabotage. Leurs chefs ont conseillé à ces femmes de s'habiller en adolescentes. Chaussettes blanches, sandales aux pieds, petits bérets, jupettes. Tout ça, c'est pensé. Marie-Claire Fourcade, chef du réseau Alliance, choisit pour estafette des femmes d'apparence banale, mais plutôt jolies. Alors, évidemment, avec le temps et la découverte du contenu de valise, les policiers commenceront à changer d'avis sur l'innocence de ces très jeunes filles, voyez. Bon. Certaines vont accepter une autre dangereuse mission, mais indispensable elle aussi, la mission de convoyeuse d'aviateurs. Là, je vais vous parler, voilà, d'une femme bien réelle, pas d'une actrice de cinéma. Suzanne Crick, nom de code Regina, surnommée la Panthère, était une convoyeuse de pilotes anglais et de prisonniers évadés. Elle les aidait à gagner la Suisse. Ce sont les Anglais qui l'ont surnommée la Panthère. Et à ceux qui s'inquiètent pour elle, elle répond « Que voulez-vous ? Je suis soldat. Je mourrai en soldat. » Et elle sera effectivement fauchée le 3 juin 1944 par une rafale de mitrailleuses dans le Val de Saint-Dizier, à quelques centaines de mètres de la frontière suisse, quelques centaines de mètres. Imaginez-vous, près de 2500 Français, Anglais, Américains, ont bénéficié de son aide. On a même construit une petite cité à Toul sur des fonds américains, qui porte aujourd'hui le nom de Regina Village. Regina Village pour les Américains. D'autres femmes, voilà, comme France Bloch, ont fabriqué des explosifs. France Bloch, que vous voyez ici sur la photo, avait installé un petit laboratoire dans un appartement, 19e arrondissement de Paris, pour fournir des explosifs au groupe des bataillons de la jeunesse. Malheureusement, elle est arrêtée en mai 42, elle est condamnée à mort et exécutée en Allemagne, à Hambourg, le 12 février 1943. On ne demande pas aux femmes qui entrent dans la résistance de tuer l'ennemi. Alors, certaines ont pourtant bien combattu les armes à la main, mais leur engagement n'est pas mis en avant. Bon, excepté pour les besoins de la propagande. Regardez. C'est ainsi qu'on a demandé à Simone Ségouin, la photo est extrêmement connue, elle est célèbre, une jolie FTP, un franc-tireur partisan de 18 ans, on lui a demandé de poser. C'est pas naturel, on lui a demandé de poser pour des photographes, George Stevens et Robert Capa, sur les marches du perron de l'hôtel des Postes de Chartres, là où Charles de Gaulle allait, juste après, en août 44, prononcer une courte allocution. Donc vous la voyez, le calot gracieusement incliné sur des cheveux ondulés, une jolie ceinture de tissu drapée sur le chemisier blanc. Elle tient l'arme avec laquelle, selon l'article de Life, qui va en faire sa une, paru le 4 septembre 1944, l'arme avec laquelle elle a tué plusieurs Allemands. Alors, le problème c'est que si une femme prend d'elle-même l'initiative d'abattre un soldat ennemi, elle n'est pas considérée comme héroïque. Ce type d'action individuelle fut désavoué par la France libre et les résistants, jugé prématuré, inutile et lourd de conséquences. Pour les civils, évidemment pris en otage. Pour un soldat allemand tué, combien d'otages exécutés, vous savez. Et pourtant, elle aussi est très connue. Madeleine Riffaut, que vous voyez là, jeune, sur cette photo. À 94 ans, Madeleine Riffaut se vantait encore d'avoir tiré sur un officier allemand, presque à bout portant. L'officier était seul. Il regardait couler la Seine. Il lui tournait le dos. Il regardait couler la Seine sur le pont de Solferino. C'était le 23 juillet 1944, vous voyez, peu de temps avant la libération de Paris. Elle a tiré froidement et elle s'est quand même dit, 60 ans plus tard, que, c'était peut-être un brave type. Elle est arrêtée, bien sûr, elle est condamnée à mort, mais sa peine est commuée en déportation. Elle n'a pas froid aux yeux, cette femme. Elle saute du convoi et elle rejoint Paris pour participer au combat contre l'occupant dans la capitale insurgée. Elle intègre le groupe Saint-Just. Madeleine Riffaut, donc, nom de code Renner, participe à l'attaque d'un train bourré d'explosifs et de soldats allemands, gare de Ménilmontant. Puis elle participe à l'attaque de la caserne du Prince Eugène, place de la République. Une fois Paris libéré, elle veut s'engager dans l'armée, enfin dans l'armée régulière. Eh bien, figurez-vous qu'elle essuie un refus, après toutes ces actions. Elle essuie un refus pour deux raisons. Elle est mineure, et deux, elle n'a pas d'autorisation paternelle. Et bien sûr, surtout, c'est vrai, Françoise, elle est une femme. On lui dit, mais tuer n'est pas un boulot de femme. Alors maintenant,
là on parlait de la France, transportons-nous à Londres. Parce que bien sûr, les femmes qui avaient rejoint la France libre, il y en a eu, hein, elles eurent à combattre là-bas. Elles aussi, mais combattre des préjugés. Elles eurent à combattre des préjugés qui les écartaient du monde militaire. Alors, la philosophe Simone Veil avait eu une idée, après la guerre 14-18. Elle avait eu l'idée de créer un corps d'infirmières de première ligne, destiné à sauver des blessés. Eh bien, cette idée de Simone Veil a été reprise par une américaine, francophile, qui s'appelle Florence Conrad, et qui va créer un groupe d'ambulancières infirmières, le troisième mot est important, militaires. Ambulancières, infirmières, militaires. Ce sera le fameux groupe, voilà, de celles qu'on va appeler les Rochambeau. En fait, c'était le groupe Rochambeau. Pourquoi Rochambeau? Eh bien parce que c'était un hommage rendu au comte de Rochambeau, héros français de la guerre d'indépendance des États-Unis, sous les ordres duquel s'est battu d'ailleurs Lafayette, avec lequel d'ailleurs il ne s'est pas trop entendu. Les 50 femmes que comptera l'unité seront donc baptisées les Rochambeau. Rochambeau, belle, bon, c'est un petit peu amusé. Hein. Enfin, le général Leclerc n'est pas tellement enthousiasmé à l'idée d'intégrer ce groupe féminin à sa 2e DB, division blindée. Et il lui faudra accepter à ces hommes la présence de ces femmes, que vous voyez pourtant, hein, ici sur la photo, qui veulent être considérées comme des soldats, ambulancières, hein, infirmières, militaires. Le chef de leur groupement tactique, le colonel de Langlade, n'imagine pas exposer des femmes au combat. Il propose de les cantonner à l'arrière. Il dit « Ces délicieuses femmes nous serviront le thé, repriseront nos chaussettes, charmeront nos loisirs. » Et c'est par ces autres mots que le commandant de la brigade des chars accueille Suzanne Torres, le lieutenant des Rochambeau. Il lui dit « Oh, si je dois mourir, je préfère que ce soit sur l'épaule d'une femme plutôt que sur celle d'un tirailleur sénégalais. » Alors, les Rochambeau, bon, trêve de plaisanterie parce que, quand même, ces femmes, elles vont débarquer à Utah Beach, le 5 août 1944. Elles vont participer à la campagne de Normandie. Elles vont participer à la libération de Paris. Elles vont effectuer les campagnes de Lorraine et d'Alsace. Elles iront jusqu'en Allemagne, jusqu'à Berchtesgaden, où se situe bien sûr le nid d'aigle d'Hitler. Et surtout, elles ont sauvé bien des vies, parce que sans leur intervention sur les lieux des combats, beaucoup d'hommes seraient morts. Alors fut créé aussi un corps des volontaires françaises, le 7 novembre 1940, à Londres. Ces volontaires auront également un statut militaire. Pour la toute première fois dans l'histoire, des Françaises sont reconnus comme militaires professionnels. Donc, le corps des volontaires françaises. Alors, parmi les 26 premières engagées, on trouve 3 professeurs, des épouses de militaires britanniques, bon, on comprend à Londres, quelques jeunes bourgeoises, des étudiantes, une fille de diplomate, une cuisinière, une actrice, une artiste de cabaret. Et peu à peu, le corps des volontaires féminines s'étoffe. Il comptera 9 officiers, 40 sous-officiers et 450 soldats en 1943. L'une de ces engagées volontaires s'appelle, je ne sais pas si vous la connaissez, Jeanne Boëck. Non? Quelle région de France? Bretagne. Voilà, c'est une Bretonne. Alors elle a 21 ans en 1940, ce sont toutes des jeunes femmes. Et dans son cœur de Bretonne, elle n'a jamais accepté la défaite de la France. Voyez tout ce qu'elle va faire. À Londres, elle apprend à fabriquer des engins de sabotage. Elle étudie les armes, le tir instinctif, le cambriolage, le combat à l'arme blanche. Elle s'entraîne au parachutage. Elle se prépare aux filatures, aux éventuels interrogatoires par l'ennemi. Et puis, après cette solide formation, elle est parachutée. Ça, il faut quand même avoir du courage. Elle est parachutée. Le 29 février 1944, près d'Alençon. Ça craint là-bas. Elle enseigne à son tour le maniement des explosifs, les méthodes de sabotage, la manière d'abattre des pylônes, de saboter des tunnels, des installations ferroviaires. Après le débarquement, elle passe elle-même directement à l'action. Elle utilise des explosifs, elle fabrique des détonateurs. Elle dirige même des parachutages et s'affiche en uniforme à la libération de Quimper. Alors,
Que dire de l'interdiction que lui a opposée le colonel Berthaud de se servir d'une mitraillette dans les combats? Il lui a dit « Ce n'est pas l'affaire d'une femme ». En tout cas, vous l'aurez compris, l'engagement de ces femmes, de ces jeunes femmes, est total. Voilà ce qu'écrit à ses amis le 23 janvier 1944 Pierrette Louin, recrutée comme opératrice radio, juste avant une mission en France dont elle connaît les risques. Je ne vais pas me battre pour des mots, pour des idées, ou pour des gens. Je ne vais pas non plus me battre contre des mots, contre des idées d'autres gens, mais pour sauver un tout qui ne peut pas disparaître, une forme de vie, un idéal. C'est la France. Je ne sais pas vous expliquer cela, mais je sens la France en moi. Et c'est pour cela que j'ai choisi de partir, que je n'ai pas voulu être le spectateur impuissant qui se contente de souffrir en mots, que j'ai refusé d'acheter mon existence au prix de mon esprit. Alors, un tout dernier exemple pour clore ce chapitre. Dans l'Algérie libérée, le colonel Merlin crée en novembre 1942 un corps féminin des transmissions. Alors on s'amuse toujours, il y a eu les Rochambeau, là on va les appeler les Merlinettes. On promettait à ces femmes de les installer dans des bureaux, mais dès mars 1943, 150 d'entre elles sont engagées dans la guerre en Tunisie contre les Allemands. Elles participeront aussi au corps expéditionnaire en Italie. Au moment du débarquement d'août 1944 en France, ce groupe atteindra le chiffre de 2000 femmes. Un décret du 11 janvier 1944 leur reconnaîtra à elles aussi un véritable statut militaire. Il était temps, car la France accusait un sacré retard par rapport aux Britanniques et aux Russes. Parce que je vais vous parler maintenant, avant-dernier épisode, des sorcières de la nuit dans le ciel de Stalingrad. Donc on se transporte dans l'URSS, à l'époque de ce que les soviétiques ont appelé leur grande guerre patriotique, puisqu'ils disent pas la seconde guerre mondiale, leur grande guerre patriotique. Lors de cette grande guerre, ils n'ont pas hésité à engager, dès 1941, donc dès l'opération Barbarossa, ils n'ont pas hésité à engager plus de 800 000 femmes volontaires pour les besoins du combat contre l'envahisseur nazi et pour les opérations de guérilla. Beaucoup de ces femmes, on le comprend, avaient vu des membres de leur famille massacrés. Et leur détermination était totale. Et puis on peut penser qu'il fallait aussi combler le vide laissé par, vous savez, des centaines de milliers de soldats russes déjà tués ou faits prisonniers. Donc on recrute rapidement. Des pilotes, des tankistes, même des snipers, dont la plus connue fut Ludmila Pavlichenko. Le 8 octobre 1941, vu la situation dramatique, Staline signe un décret autorisant la création d'un régiment de femmes pilotes. Vous voyez, il ne s'agit plus d'ambulancières, non, des femmes pilotes, placées sous les ordres de Marina Raskova. Ces femmes pilotes se révéleront terriblement efficaces pour envoyer au tapis les avions de la Luftwaffe. Et ce qu'elles vont faire est à peine croyable, hallucinant. Voilà. Elles vont voler dans de simples biplans de bois en contreplaqué, dont les ailes sont recouvertes de tissu goudronné et ne tiennent que grâce à des haubans. Voilà. Ça, c'est un Polikarpov. Les aviatrices du 588e régiment narguent de nuit les Allemands, piégés dans le chaudron de Stalingrad. Donc on est en 1943. Voici comment elles procèdent. Entre le coucher du soleil et les premières lueurs de l'aube, elles harcèlent sans relâche l'ennemi, selon une tactique bien établie. Alors qu'elles sont en vol dans ces petits appareils, elles sont sans radar, elles n'ont que des cartes et un compas. Elles coupent soudainement le moteur bruyant de leur Polikarpov et elles laissent l'avion de chasse chuter en piqué sur la cible identifiée. Et là, à la dernière minute, alors qu'elles ne sont plus qu'à quelques dizaines de mètres au-dessus des Allemands, les aviatrices jettent une fusée éclairante pour illuminer la nuit avant de larguer avec précision les 2 seules bombes que leur avion léger leur a permis d'emporter. Les Allemands appellent ces pilotes les Nachthexen, les sorcières de la nuit. Voilà, ça vient des Allemands en fait. Pourquoi ? Parce que le bruit furtif du vent dans les haubans de ces avions leur évoque des sorcières glissant sur leurs balais. Ça, c'est l'imaginaire germanique. Alors, ces pilotes, ces femmes, font 10 missions par nuit en moyenne. 10 missions, et elles envoient
sur les cibles ennemies jusqu'à 40 avions d'un coup. Les Allemands deviennent fous, ils n'arrivent plus à dormir tellement ils sont harcelés. Évidemment, nombre de ces femmes courageuses ne reviennent jamais à leur base. Elles sont souvent prises dans les feux croisés des projecteurs, et puis dans les feux des batteries anti-aériennes, et elles finissent les ailes transpercées de shrapnel, quand ce n'est pas le moteur qui explose sous les balles traçantes, avant qu'elles ne brûlent vives. Mais l'une de ces femmes est devenue une véritable héroïne, iconisée, si je puis dire. Je vous la montre tout de suite parce qu'elle est très jolie, voilà. C'est Lydia Liviak. Non mais, c'était une femme d'un caractère extraordinaire. Ses exploits sont glorifiés par le régime soviétique, parce qu'il s'agit de galvaniser le peuple russe. Donc son portrait, celui-là, va s'afficher partout, dans toutes les maisons. Cette femme s'appelle Lydia Liviak. Elle n'a que 20 ans, en 1941. Elle a fait peindre des roses blanches sur la carlingue de son avion, un Yak 9. Et elle y ajoute de petites fleurs sur le nez de l'appareil pour chaque Allemand descendu. C'est pourquoi toute l'Union soviétique se met à l'appeler la rose blanche de Stalingrad. À Noël 1942, le capitaine Liviak compte 6 avions allemands à son tableau de chasse. Et les journalistes du régime ont fait d'elle une star. Fin mai 1943, Lydia peint une 10e rose blanche sur le fuselage de son Yak. Et cette rose, cette dernière rose, la 10e, vaut de l'or. Figurez-vous que c'est un Messerschmitt qu'elle poursuivait dans le ciel à presque 800 km/h. Elle s'est suffisamment rapprochée de l'appareil et elle a tiré sur l'Allemand. Le pilote n'a pas eu d'autre choix que de sauter de l'habitacle. Il a ouvert son parachute. Revenu à la base, Lydia est attendue par son commandant. Celui-ci lui présente l'homme qu'elle a contraint à sauter en parachute et qui avait été fait prisonnier. C'est bien sûr un officier allemand. Il a une 40aine d'années, le port altier, le visage maigre. Sa poitrine est couverte de décorations. Le pilote, visiblement, est un des as de la Luftwaffe. Le colonel Martinook présente Lydie comme on l'appelait, Lydie au prisonnier, et dit à l'Allemand « Voici le pilote qui vous a abattu. » L'Allemand prend un air méprisant, il n'en croit rien. « Une femme ? C'est sans doute votre humour russe, ricane-t-il. » Le colonel, lui, ne rit pas, et il répète lentement « Il s'agit bien du pilote qui vous a abattu. » L'officier allemand comprend que le soviétique dit vrai. Il devient livide, ses yeux bleus scillent, il a une moue dédaigneuse. Alors Lydia Liviak prend un malin plaisir à raconter à l'Allemand le déroulement de la bataille aérienne. Elle lui fournit toutes sortes de détails pour lui prouver qu'il a bien été descendu par une jeune femme russe, une as des missions de chasse aérienne, elle aussi. C'en est trop pour le commandant Meyer. Il se voûte sur sa chaise, il est anéanti. Non seulement il a été descendu par un Untermensch, un sous-homme, un slave, mais en plus, le responsable de sa chute est une femme. Malheureusement, le 1er août 1943, dans le Donbass, alors qu'elle survole la ville de Krasny Louch, Lily n'a pas repéré les Messerschmitt qui accompagnent des bombardiers allemands qu'elle veut mitrailler. Elle disparaît dans un nuage, poursuivie par les pilotes ennemis. Personne ne saura jamais comment Lily trouva la mort. Son corps et son avion ne seront jamais retrouvés. En 1990, elle fut décorée à titre posthume de l'ordre des héros de l'Union soviétique. Ils n'étaient pas encore effondrés. Et les musées cultivent encore sa mémoire. Et nous allons terminer par un épisode plus contemporain avec les combattantes kurdes. On les a vues donc, ces femmes combattantes, militantes politiques, en treillis, comme c'est le cas sur cette photo, ou on va le voir aussi en tenue traditionnelle, avec des armes ou sans armes. En tout cas, toutes ces femmes kurdes ont beaucoup impressionné par leur détermination et leur courage dans leur lutte pour défendre la cause kurde. Mais comme pour obtenir aussi, c'est très important, l'égalité des droits avec les hommes. C'est aussi ça leur combat. Alors, l'épisode qui les a plus glorifiés, si je puis dire, c'est lorsque, en Syrie, elles se sont battues comme des lionnes contre Daesh et toutes ces hordes de miliciens djihadistes.
Avec l'aide de la coalition internationale, elles ont remporté la victoire contre l'État islamique. Quelqu'un ne s'en serait pas étonné. C'est Lamartine, s'il avait vécu jusque-là. Parce qu'il écrit dans son Voyage en Orient, publié en 1835, il notait dans ce livre la présence d'Amazones parmi les guerriers kurdes. Alors, avant toute chose, il faut rappeler que les communautés kurdes sont réparties entre 4 pays. L'Iran, l'Irak, la Turquie et la Syrie. Pourquoi ? Eh bien ça, c'est la conséquence du traité de Lausanne, au lendemain de la Première Guerre mondiale. L'Empire ottoman est dépecé, les Anglais et les Français ont tracé à la règle les frontières de nouveaux États. Et en 1923, il n'y aura pas de place pour la création d'un État kurde. En Iran, les régions kurdes se trouvent à l'ouest du pays. Alors, des femmes kurdes ont pu soutenir la cause kurde pendant la période où dominait le Komala. Alors, c'est un parti kurde à tendance marxiste qui a été fondé en 1969. Mais depuis l'arrivée au pouvoir de l'ayatollah Khomeini en 1979, donc 10 ans plus tard, la répression a contraint les femmes kurdes à ne s'engager que sur les fronts humanitaires et culturels, ou à n'accepter que des rôles clandestins de logistique. Certaines femmes ont rejoint le maquis de résistance du Parti pour une vie libre au Kurdistan, fondé en 2004. En Irak, dans la région autonome du Kurdistan, le Parlement kurde d'Erbil a permis à des femmes kurdes d'être élues à sa présidence. Elles se battent pour la parité à ce Parlement kurde, et d'autres cherchent à intégrer l'école des officiers d'Erbil et des bataillons mixtes de combattants. On y comptait près de 600 femmes kurdes en 2020. En Turquie, au milieu des années 70, les organisations kurdes ont rapidement intégré les femmes à leurs unités de résistance. Dès 1984, dès le début de la guérilla kurde face à l'État turc, des bataillons féminins ont été constitués dans les rangs et les maquis du PKK, c'est-à-dire le Parti des travailleurs du Kurdistan, donc en Turquie. Alors, l'influence de l'idéologie marxiste a contribué à diffuser des idées très progressistes au sein du PKK. Les luttes politiques et militaires des femmes sont un moyen non seulement de renforcer la défense de la cause kurde, mais aussi de faire reculer la culture patriarcale. Culture patriarcale toujours bien vivace dans les zones rurales. De plus, un mouvement kurde civil et démocratique grandit en Turquie depuis les années 90, montrant l'importance de l'engagement des femmes au sein de groupes de lycéennes et d'étudiantes, de collectifs de femmes pour l'éducation en langue kurde. On trouve de nombreux élus kurdes au Parlement turc et aux mairies des villes du Kurdistan. Toutes ces femmes kurdes très engagées sont les fers de lance de la lutte contre les pratiques les plus anciennes, l'excision, les crimes d'honneur ou les mariages précoces et forcés. Donc rôle très important en Turquie. En Syrie, vous avez donc un parti qui s'appelle le Rojava, Fédération démocratique de la Syrie du Nord, un parti qui s'est largement inspiré des idées d'Abdullah Öcalan, le leader du Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK. Ce dernier, donc Abdullah Öcalan, a toujours insisté sur la libération des femmes. Pour lui, l'émancipation des femmes est un pivot de la révolution sociale qu'il promeut dans toute cette zone du Moyen-Orient. Et elle ne sera possible que si l'on s'attaque aux systèmes patriarcaux et sexistes. Donc cette fédération démocratique de la Syrie du Nord a décrété dans sa constitution de 2014 l'égalité des sexes et institué la parité dans toutes les entités représentatives des 3 cantons kurdes du Rojava, donc dans la Syrie du Nord. Dans chaque canton a été créé un ministère de femmes, avec un quota de 40% de femmes, dans chacune des institutions et administrations. Sans oublier la création d'un cours baptisé Études des femmes, ouvert à l'université de Kameshliye, la capitale de Rojava. L'Assemblée du 17 mars 2016 a publié un communiqué déclarant que la liberté des femmes est l'essence même du système démocratique fédéral. Les femmes ont droit à l'égalité dans la participation et dans la responsabilité décisionnelle en ce qui concerne les problématiques sur les femmes. Les femmes seront représentées comme des égales dans toutes les sphères, y compris toutes les sphères sociales et politiques. Donc on comprend que de nombreuses Kurdes syriennes aient rallié ce mouvement, comme l'ingénieur Evrin Khalaf, qui a été sauvagement assassiné en 2019
par des milices islamistes pro-turques. Des femmes kurdes ont même entrepris de créer un village exclusivement habité par des femmes. Il a été baptisé Jinwar, la patrie des femmes, en dialecte kurde syrien. Il a été achevé l'été 2018. La dimension progressiste donc et féministe du Rojava constitue l'expérience la plus radicale de tout le Moyen-Orient en matière de droits des femmes. Et je terminerai par rappeler évidemment cet épisode militaire que fut la guerre contre Daesh, parce que l'engagement des femmes kurdes dans les combats y a été total. Elles ont créé les unités de protection de la femme, unité de protection de la femme, YPJ, une entité combattante exclusivement féminine, qui a joué un rôle déterminant dans les victoires de Kobané en 2015, vous vous souvenez du nom de cette ville, et de Raqqa en 2017, victoire remportée contre les islamistes de l'État islamique. Cette entité combattante a créé sa propre académie militaire, avec pour devise « Femme, vie, liberté ». Alors les combattantes, ce sont parfois de très jeunes femmes issues de milieux pauvres essentiellement. Elles se sont entraînées avec une volonté de fer pour chasser les islamistes qui, donc, dans ces années-là, enlevaient les femmes, surtout les yézidis du mont Sinjar, on s'en souvient. Ils enlèvent les femmes, ils les battent, ils les vendent au marché aux esclaves, ils les forcent à se convertir avant de les marier de force dans un simulacre de cérémonie à des époux qui les violeront. Alors face aux unités de protection des femmes, qui est une véritable armée kurde féminine, il faut imaginer des hordes de miliciens hystériques, prônant le djihad avec un drapeau noir, fusil pointé vers le ciel, couteau à la main. Partout où ils s'implantent, dans ces années-là, ces hommes fanatisés haineux imposent la charia. Ils commettent d'abominables crimes. À Raqqa, on décapite. Les mains, les bras, les pieds sont tranchés pour une simple accusation de vol. Le fleuve charrie des corps suppliciés. On brûle à vif. On assassine à la mitrailleuse. Des cortèges entiers de prisonniers sont emmenés dans des camions, puis exécutés, allongés dans des tranchées qu'on leur a fait creuser. Des chrétiens sont crucifiés en place publique et leur supplice est filmé, vous vous rappelez, pour être diffusé au monde entier. Des têtes ensanglantées sont exposées en pleine ville, des jours durant, pour rappeler à ceux qui oseraient protester le sort qui les attend. Le sang coule partout. Quant aux femmes, elles doivent se couvrir de noir de la tête aux pieds, porter le niqab. Elles sont considérées comme des pondeuses par le régime. Leur rôle est de mettre au monde, vous vous rappelez la métaphore, elles doivent mettre au monde les futurs lionceaux du califat. En 2014, l'État islamique parvient à conquérir un territoire immense. Faut pas l'oublier. Des campagnes d'Alep à l'ouest jusqu'à Mossoul et Falloujah en Irak. Il faudra donc 3 ans. 3 ans et l'aide de la coalition internationale, sous l'égide des États-Unis, pour que le cauchemar cesse. Les médias mettront en avant l'engagement farouche des combattantes kurdes, que l'on voyait avec leur foulard bariolé, la kalachnikov à la main, femmes que les djihadistes redoutent plus que tout. Le califat a édicté une fatwa indiquant qu'un homme tué par une femme n'aurait pas droit au paradis des croyants. Alors, imaginez, quand les jeunes femmes armées s'annoncent par leurs cris et poussent leurs you-you stridents, elles voient parfois leurs ennemis détalés comme des lapins. Authentique. D'ailleurs, le 17 octobre 2017, la ville de Raqqa est libérée au cri de « Jinjian Azadi », les femmes, la vie, la liberté, poussée par des centaines de combattantes, enfin victorieuses. En conclusion, je ne sais pas quelle heure il est, pas trop tard j'espère, c'est bon. Évidemment aujourd'hui, on est en 2025, nul ne s'étonne plus que des femmes acquièrent, au même titre que les hommes, une formation militaire. Bon, intègrent des unités combattantes, accèdent à des postes de commandement. C'est pour ça que j'ai commencé par citer la colonelle Marie-Laure tout à l'heure. Ces femmes s'y révéleront bien évidemment aussi compétentes, aussi volontaires, aussi résistantes que leurs partenaires masculins. Mais il a fallu des siècles avant que ne s'estompe une vision étroitement genrée, dont l'intérêt était surtout de permettre aux hommes de maintenir, coûte que coûte, le privilège exclusif de s'illustrer par leur qualité virile, qu'ils ne voulaient pas reconnaître chez les femmes. La participation de celles-ci à des luttes armées ne pouvait constituer qu'un phénomène marginal, à ne pas trop exalter. Alors, je terminerai par
un mythe, le mythe des Barouillas de Nouvelle-Guinée. Certains connaissent? Jacqueline? Oui. Que l'on raconte sous le sceau du secret aux jeunes hommes initiés dans la maison des hommes. On leur explique à ces jeunes hommes pourquoi il est légitime que les hommes s'octroient le monopole de la violence armée. On leur raconte qu'au commencement des temps, les femmes possédaient bien des armes. Mais, figurez-vous, elles montaient les arcs et les flèches à l'envers, et elles tiraient à l'aveuglette. Il a donc fallu l'intervention des hommes pour remettre de l'ordre, en s'appropriant les armes, en faisant, eux, un usage raisonné. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la violence irraisonnée, impulsive et dangereuse serait constitutive de la nature féminine. Et il importe que les hommes lui substituent une violence raisonnée, que légitime leur rôle dominant et protecteur, quand ce n'est pas leur vocation conquérante. L'histoire ne semble-t-elle pas avoir été écrite à la lumière de ce prisme venu du fond des âges? Merci de votre attention à toutes et tous. Oui, merci.